Bienvenue dans le podcast Shine, le podcast qui permet aux femmes de rayonner. Je suis Christine Levicki, coach et auteure de plusieurs best-sellers de développement personnel, dont J'arrête de râler et J'arrête de vivre ma vie à moitié endormie, tous les deux publiés aux éditions Erol. À travers les différents épisodes de ce podcast, je souhaite vous permettre de rayonner dans votre carrière ou votre business, de rayonner dans vos familles, de rayonner dans votre sexualité et de rayonner dans tous les domaines de votre vie. Je sais que parmi toutes mes auditrices, il y en a certaines qui rêvent d'écrire un livre. Peut-être que c'est vous. Peut-être que vous en avez assez, que ce projet reste un doux rêve et vous vous sentez enfin prête à le concrétiser. Si vous aimeriez recevoir des conseils pratiques de la part de quelqu'un comme moi qui a écrit plusieurs best-sellers et qui comprend bien quels sont les défis à surmonter, comme oser croire en soi, comment rester discipliné, comment dépasser le fameux syndrome de l'imposteur, comment organiser ses idées, trouver un éditeur et surtout comment ne pas abandonner. Alors mon séminaire « Comment écrire un best-seller » est exactement ce qu'il vous faut pour se lancer. Je vous invite à me retrouver à Paris le mercredi 16 octobre de 10h30 à 17h dans les locaux de mon éditeur aux éditions Erol sur le boulevard Saint-Germain. Pour en savoir plus, allez sur mon compte Instagram Christine Levicki et vous trouverez le lien avec toutes les informations dans la bio. Vous pouvez aussi visiter mon site internet christinelevicki.com. À très bientôt. Bienvenue dans le podcast Shine, le podcast qui permet aux femmes de rayonner. Je suis Christine Levicki, coach et auteure de plusieurs best-sellers de développement personnel, dont J'arrête de râler et J'arrête de vivre ma vie à moitié endormie, tous les deux publiés aux éditions Erol. À travers les différents épisodes de ce podcast, je souhaite vous permettre de rayonner dans votre carrière ou votre business, de rayonner dans vos familles, de rayonner dans votre sexualité et de rayonner dans tous les domaines de votre vie. Des questions, des envies, des recommandations, rejoignez-moi sur mon compte Instagram @ChristineLevicki pour échanger. Et pour conclure cette intro en beauté, je voudrais vous annoncer que les inscriptions pour mon fameux séminaire Wake Up sont ouvertes. Il aura lieu du 21 au 23 juin 2024 à Nantes. Wake Up, c'est le séminaire pour les femmes qui veulent réveiller leur vie et briller. Pour en savoir plus, il vous suffit de visiter mon site christinelevicki.com/wake-up. Bonne écoute! Aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet qui nous concerne tous et toutes et qu'il est grand temps que nous prenions en main. Aujourd'hui, nous allons parler de la relation que nous avons avec nos écrans et tout particulièrement avec notre téléphone. Et pour cela, je reçois Lorraine Legal, créatrice de « Et si tu posais ton tel ?» Et si tu posais ton tel, c'est un podcast, c'est un compte Instagram et ce sont des challenges. Lorraine Legal a 25 ans et elle est designer d'interface. En 2002, un peu plus de 2 ans après avoir écrit son mémoire de fin d'études sur l'impact de l'hyperconnexion sur la cognition des adolescents et questionner la responsabilité des designers sur le sujet, elle décide de lancer le premier podcast de l'impact de l'hyperconnexion sur nos vies. C'est un podcast dans lequel elle interroge des experts pour comprendre tous les impacts de l'hyperconnexion sur nos vies, psychologiques, cognitives, physiques, écologiques. Sa démarche est également d'aider les personnes à construire leur utilisation des outils connectés sur mesure. Pour résumer, l'objectif est de comprendre les effets néfastes pour pouvoir les éviter, tout en profitant des opportunités que le numérique apporte. En février 2023, elle a également lancé l'initiative des Dimanches déconnectés. C'est une invitation à se créer un challenge de déconnexion sur mesure tous les premiers dimanches du mois pour sortir de sa routine connectée. Alors, bienvenue Lorraine dans ce podcast. Merci beaucoup pour l'invitation. Alors, la première chose que j'ai envie de poser, c'est de faire un peu un état des lieux de la situation. Combien de temps passons-nous en moyenne derrière nos téléphones ? Voilà, alors ça dépend vraiment beaucoup des gens, mais on va avoir des 4, 5, 6, 7 heures parfois sur les téléphones portables, c'est pas rare du tout. Et après, c'est extrêmement variable d'une personne à l'autre. Par jour. Par jour, ouais, tout à fait. Ouais. Waouh. Et alors, pourquoi c'est un problème ? Alors, c'est un problème parce que c'est pas forcément toujours volontaire et c'est bien souvent même subi.
C'est-à-dire que beaucoup de personnes vont témoigner du fait qu'elles se sentent ne pas avoir le temps de faire ce qu'elles voudraient dans leur vie, se sentent oppressées par leur téléphone et auraient envie de le jeter par la fenêtre. Et en fait, le problème, ça vient du fait qu'à la base, ce sont des outils, ces téléphones portables, qui nous sont utiles pour tout un tas de choses, puisqu'il y a toute la connexion qui nous permet d'avoir Internet et énormément d'applications différentes, donc plein d'opportunités. Mais ça devient aussi, malheureusement, plutôt, on devient esclave de ces outils au lieu de s'en servir à notre propre usage. Et c'est là que ça devient problématique, c'est quand on se sent envahi par ces notifications, ce besoin de disponibilité, ces attentes qui vont venir à travers notre téléphone. Voilà, ce téléphone est censé être à notre service. Et Oui, en tout à fait, fait. ce que j'ai cru comprendre, et tu vas me le confirmer, c'est que beaucoup des applications que nous utilisons, en fait, ont besoin que nous restions connectés et que nous restions sur le téléphone pour pouvoir nous faire défiler des pubs, parce qu'en fait, les financements de ces applications qui sont souvent gratuites passent par le biais de publicité. Et donc, eux, ils font tout pour que nous restions le plus longtemps possible sur ces applications, pour que nous puissions du coup devenir le produit Mhm. qui consomment ces publicités que les applications peuvent vendre. C'est ça? C'est exactement ça. En réalité, il y a énormément de business models de ces applications qui sont basés sur le fait de vous faire passer le plus de temps possible sur ces applications pour vous soumettre, comme tu disais, à de plus en plus de publicités, etc. Et donc, Hmm. forcément, si le business model, c'est ça, tous les concepteurs derrière, ça va être une armée de psychologues, d'ingénieurs, de designers qui vont travailler et qui vont concevoir un produit dans le but de vous faire rester. Or, ce qu'on sait, c'est que rester sur ces applications, c'est pas ce qui va nous créer du bien-être et du bonheur. C'est ce qui va nous soumettre à plus de publicité et à plus de contenu. Mais voilà, disons que l'objectif de l'utilisateur et l'objectif du créateur de l'application, donc en particulier les réseaux sociaux, tout ce qui est consommation, vont pas du tout être les mêmes. Et c'est pour ça qu'on en subit les conséquences, parce que ce sont des produits qui sont extrêmement bien conçus et qui vont jouer sur toutes nos failles cognitives, donc toutes les façons dont vont fonctionner notre cerveau. Et donc, ce qui fait que c'est aussi difficile de s'en séparer. C'est que vraiment, ça a été pensé pour que ce soit extrêmement difficile et que ce soit un effort bien plus grand de se déconnecter que de se connecter. Hmm. Alors, j'ai plein de questions à poser et on va revenir dessus dans quelques instants sur peut-être que tu Mhm, peux nous révéler quelles sont les choses qui sont construites dans ces applications qui nous rendent tellement mhm. accros. Est-ce que peut-être tu peux nous mettre en lumière? J'ai remarqué que souvent, quand on a conscience des choses, Oui. quand on met en lumière des choses et qu'on a conscience des choses, on peut retrouver notre capacité à choisir. Et que c'est souvent quand on est inconscient, quand les choses sont dans l'ombre et qu'on ne sait pas et qu'on ne comprend pas, que du coup, on subit et on se laisse embarquer dans en effet le fait de scroller pendant des heures. Tandis que quand on arrive à voir ce qui se passe, en fait, on peut Mhm, choisir ce qu'on a envie de faire par rapport à ce qui se passe. Mais c'est vrai que moi, personnellement, pour revenir d'abord sur ce sujet-là, j'ai vraiment identifié que quand je suis consommateur de contenu, en fait, mhm. qu'est-ce qui se passe? Il y a plein de choses qui viennent à moi, que ce soit les notifications, que ce soit les messages, que ce soit les likes, que ce soit les alertes, que ce soit tout ce qui se passe sur mon téléphone qui vient à moi. En fait, souvent, j'ai pas demandé. Je viens sur mon téléphone peut-être pour répondre à un SMS et je vois toutes les notifications, je vois tous les trucs qui arrivent et du coup, je me laisse embarquer par ces choses qui m'appellent. Qu'est-ce que c'est qu'une notification? C'est un appel et donc l'instinct humain, on a envie de répondre à l'appel. Et donc, je me laisse embarquer par tout ça, par tout ce contenu qui vient à moi et que je consomme. Et il y a quelque chose de confortable là-dedans. Parce que quelque part, tant que je mets mon attention sur ce contenu qui vient à moi, ben moi, j'ai rien à faire quelque part. Mhm, mhm. J'ai juste à scroller, j'ai rien à faire et tout vient, tout débarque dans mon univers et j'ai rien à faire. Et j'ai remarqué, moi, j'ai écrit des livres, je suis auteur et j'ai remarqué, par exemple, que c'était beaucoup plus dur pour mon cerveau d'être devant une page blanche. Parce que là, je suis dans une page blanche et il n'y a rien qui vient à moi. Enfin, il y a que ce que j'ai en moi, mais ça paraît, c'est moins vivant, c'est pas des vidéos, c'est beaucoup plus désorganisé, c'est beaucoup plus confus. Au début, ça ressemble à rien. Et donc, c'est ça, créer. Hein. Quand on veut créer, j'utilise souvent cette analogie, quand on veut créer, c'est comme quand on démarre une sculpture.
On se dit, voilà, je vais sculpter un cheval dans de la glaise ou dans du marbre ou j'en sais rien. Au début, on prend la matière et quand on commence à tailler, ça ressemble à rien. C'est très, très Mm. loin il y a des heures de travail avant que, on arrive à un cheval. Et peut-être même que d'ailleurs, pendant le processus de création, on va se rendre compte qu'en fait, c'est pas un cheval qui a envie de sortir de la pierre, mais c'est autre chose. Et donc, on était Mm. parti avec cette idée de créer cette chose-là. Donc, il y a tout un travail de commencer à travailler la matière, d'améliorer la matière et d'accepter le changement et d'accepter. Et donc, ce que je dis souvent, c'est que à force d'être consommateur, à force Mhm. d'être consommateur de contenu ou consommateur d'acheter des choses, hein, c'est la même chose, à force d'être consommateur, on se coupe de notre pouvoir créateur. Et ce pouvoir créateur demande un effort beaucoup plus important. Euh, mais moi, en fait, je suis assez inquiète. Pour tout te dire, je suis assez inquiète parce que j'ai vraiment l'impression qu'on est en train de perdre notre capacité à faire cet effort. Qu'en fait, c'est tellement facile d'être gavé de choses peut-être que tu vas nous expliquer un petit peu plus, mais moi, l'impression que j'ai quand je suis sur Internet, c'est que je me sens bien, quoi. Je m'envoie plein de, je me marre, ou je vois que quelqu'un a répondu à un de mes messages, ou j'interagis avec des gens, donc je me sens bien. Et du coup, je perds ma capacité à être dans l'inconfort de la création, de la créativité, de j'ai envie de contribuer au monde, j'ai envie de créer quelque chose. Ça peut être un livre, ça peut être créer mon changement de carrière, créer ma vie, développer une nouvelle idée pour mon boulot, changer quelque chose. Hein. Le changement nécessite notre capacité créative, notre capacité à créer. Et j'ai l'impression que de plus en plus, et je suis la première concernée, j'ai du mal à faire cet effort. C'est dur. C'est dur, j'ai pas envie, je lutte avec moi-même et je lutte avec mon cerveau. J'ai l'impression que mon cerveau a développé des mauvaises habitudes, mais vraiment des habitudes il a toujours besoin d'être stimulé. Il a toujours besoin je sais pas, qu'on le titille, qu'on le gratouille, qu'on le chatouille et euh, et voilà, ça crée des vrais problèmes. En tout cas, pour moi, ça me crée des vrais problèmes dans ma capacité à créer. Et je le vois au niveau de la société. Et ce que je vois aussi au niveau de la société, c'est que, en fait, on se laisse gaver du contenu qui est souvent très peu digéré, qui est souvent pas très intelligent. Alors, c'est pas vraiment vrai ce que je dis parce qu'il y a quand même du super contenu sur les réseaux sociaux. Et moi, j'ai fait un énorme travail de me désabonner de tous les comptes que je respectais pas ou que Mhm. j'estimais que n'étaient pas. Mais il y a quand même beaucoup de contenu qui arrive devant moi que je n'ai pas choisi, hein, qui sont pas des gens que je suis et qui est du contenu qui débarque chez moi. J'ai rien demandé, mais je suis un peu inquiète de me dire on est peut-être aussi en train de devenir bête, un peu bête où on se fait des opinions sans avoir vraiment pris le temps d'avoir une vraie information, d'avoir lu de la recherche, d'avoir été au fond d'un sujet. Donc ça m'inquiète un petit peu. Alors, plein d'autres questions à te poser. Déjà, est-ce que tu as une idée du temps maximum journalier qu'on serait censé passer sur un téléphone? Est-ce que ça, c'est une question que tu t'es posée? Alors, en fait, il y a plein de choses qui rentrent en compte. Là, déjà, ce que tu as soulevé, enfin, le ressenti que tu as soulevé là à l'instant, c'est complètement lié à la connexion, effectivement, complètement lié à l'utilisation du téléphone portable. Et on peut pas forcément le lier à un temps journalier, justement. C'est un peu le piège. On aurait tendance à se dire, si je passe moins de 2 heures, c'est bon. Mais en fait, va y avoir des personnes qui vont déjà se sentir submergées en passant 1 heure sur leur téléphone et d'autres personnes qui vont être community manager ou autres et qui vont y passer 7 heures, mais ce sera aussi pour leur travail. Et donc, c'est difficile de donner un temps journalier. Là où ça devient intéressant, c'est plutôt dans les ressentis, comme toi, tu viens d'évoquer, avec ta propre analyse du temps que tu voulais passer, quoi. Il n'y a pas vraiment de consensus de temps à passer sur les réseaux sociaux ou sur le téléphone actuellement. Par contre, ça va être vraiment comment je me sens. Ça va plutôt être un diagnostic de quels effets négatifs je peux sentir? Est-ce que ça va me faire des problèmes d'estime de moi-même, de dépression, des manques de sommeil, des problèmes d'attention? Est-ce que des troubles alimentaires? Il peut y avoir énormément d'impacts. Et c'est quand on commence à sentir ces impacts que c'est un problème. Après, évidemment que plus on passe du temps, pire seront ces effets. Mais chez l'adulte, en tout cas, c'est pas, on peut difficilement dire il faut passer moins de 2 heures. Après, moins on passe de temps, mieux c'est, évidemment. Mais tout va dépendre de l'usage qu'on en a et des impacts que ça a sur nous.
Et les questions que tu viens de poser, je réalise, ce sont les questions qu'on pose aux personnes pour savoir s'ils sont addicts à des Mhm, drogues notamment ou à l'alcool. Ce sont les mhm, mêmes questions. Est-ce que ça affecte ton travail? Est-ce que ça affecte tes relations? Est-ce que ça affecte ta santé exactement. physique? Et donc, il y a vraiment un phénomène d'addiction en fait. Alors ça, c'est pareil, il y a un désaccord un petit peu médical. Pour l'instant, c'est pas reconnu comme une addiction par l'OMS, par exemple, contrairement aux jeux vidéo ou aux jeux d'argent. Mais il y a beaucoup de choses qui sont proches de l'addiction. C'en est pas une parce qu'il n'y a pas de sensation de sevrage comme pour d'autres addictions. C'est-à-dire que si on laisse notre téléphone, qu'on est en vacances, il va pas nous manquer si on est occupé et qu'on est bien dans notre vie. Il va pas y avoir cette sensation d'avoir besoin de sa dose. Par contre, ça ressemble énormément à des addictions comportementales comme pour les machines à sous, dans plein d'autres aspects. Par exemple, il y a une expérience qui a été faite, ce pourquoi on est accro un petit peu à toutes ces notifications dont tu parlais. Donc quand je dis accro, du coup, c'est à prendre avec des guillemets, mais quand on a ce sentiment de vouloir y revenir, c'est à cause du shot de dopamine que ça génère. Donc c'est ce que tu disais, je me sens bien quand je suis sur les réseaux, j'ai des messages, j'ai des notifications, c'est agréable. Ça, c'est la dopamine. Et donc, il y a une expérience qui a été faite sur des rats qui ont un cerveau proche du nôtre par rapport à cette création de dopamine. Et donc, l'idée, c'était de soit avoir un groupe test de rats qui, lorsqu'ils appuyaient sur un bouton, avaient de la nourriture tout le temps. Voilà, c'était la réaction. J'appuie sur le bouton, j'ai de la nourriture. Et sur un deuxième test, il y avait un groupe de rats où ils appuyaient sur le bouton et ils avaient parfois de la nourriture, parfois pas, parfois beaucoup, parfois un petit peu, etc. Il y avait quelque chose d'aléatoire. Et en fait, c'est ça qu'on va retrouver dans les réseaux sociaux et dans le téléphone portable, dans les notifications, dans le contenu. Je ne sais pas si ça va être drôle, je ne sais pas si ça va être triste, divertissant, ennuyant, si je vais avoir beaucoup de notifications ou aucune notification. Et donc, j'ai tout le temps envie d'aller checker, d'aller voir, d'avoir ma dose de dopamine, d'avoir cette récompense aléatoire, comme on appelle ça. Et donc, ça, c'est une des choses qui va nous donner le plus le sentiment de vouloir aller checker le plus régulièrement possible. Et donc, ce qui s'est passé avec cette expérience sur les rats, c'est que le premier groupe n'appuyait sur le bouton que quand il avait faim. Donc là, il y a ce sentiment de volonté, de conscience, d'aller chercher la nourriture quand on en a besoin, d'aller faire cette démarche. Et l'autre groupe était devenu donc addict et appuyait sans cesse sur le bouton au point d'oublier de manger la nourriture et de se laisser mourir. C'est-à-dire que du coup, la réaction à la recherche de dopamine devenait plus importante et devenait tellement obsessionnelle que finalement les besoins vitaux à côté se laissaient mourir. Donc ça, c'est un petit peu une illustration un peu euh, accentuée, on va dire, enfin assez bluffante de ce qui se passe dans notre cerveau quand on va aller checker si on a des notifications et tout ça. Ça, c'est ce qui donne ce côté addiction, en fait. C'est cette recherche de dopamine et cette aléatorité dans tout ce qu'on peut trouver dans le contenu en ligne. Et ça me fait penser à comment ça se fait que je prends mon téléphone pour Mhm. aller envoyer un message Instagram, par exemple, à toi, parce qu'on a prévu d'enregistrer un podcast et je veux te renvoyer le lien pour l'enregistrement, par exemple. Donc, je prends mon téléphone avec une intention précise. Oui. Je veux envoyer un message à Lorraine et je pars complètement à l'ouest sans m'en rendre compte, en fait. Et je mets je ne sais pas combien de temps à me rendre compte. Et même parfois, je dois me dire, mais pourquoi je suis là, en fait? Pourquoi je suis là? Je sais Mhm. même plus. Donc, on est complètement aveuglé, en fait. Ah, c'est terrible. Bah, ça, c'est typiquement ce dont on parlait tout à l'heure. Ça, c'est les concepteurs qui ont pensé les choses pour que tout soit rassemblé au même endroit et qu'on se disperse le plus facilement possible. C'est pour ça que les messageries sur les réseaux sociaux, en fait, chaque réseau social a sa messagerie. Chaque réseau social, pardon, a sa messagerie. C'est pas nécessaire en soi. On pourrait avoir un réseau pour une messagerie, un réseau pour des réels, un réseau pour des posts, voilà. Mais en fait, le fait de tout mélanger, si vous venez pour une notification ou pour envoyer un message, donc vous faites effectivement un choix conscient, vous allez voir une notification qui passe. On vous affiche d'abord un écran d'accueil sur lequel on va avoir un contenu probablement qui va se lancer tout seul, donc du coup qui va attirer votre attention. Et donc très très vite, tout est fait pour que les chemins s'entremêlent et qu'on soit dévié, que notre attention soit happée par un autre élément, puis un autre, puis un autre. Et c'est pour ça qu'il y a énormément de chemins qui s'entrecroisent. C'est pour ça que je vais regarder peut-être une story qui va me mener vers un réel, qui va me mener vers d'autres réels, etc., etc. Et cetera. Et c'est pour ça que parfois on quitte l'application ou on quitte le réel qu'on est en train de regarder et on se rend compte qu'on vient de très 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 loin et qu'on est passé de chemin en chemin, mais et qu'on a complètement perdu le fil parce que
C'est la conception de l'application qui fait ça. C'est la conception qui fait qu'on est perdu et qu'on va perdre complètement la notion du temps et notre intention de base. Et je fais le lien avec ce que tu disais tout à l'heure aussi, quand tu disais, mon cerveau n'a plus besoin de réfléchir, on lui amène le contenu. C'est exactement ce qui se passe. C'est-à-dire que on perd complètement l'intention de base. Donc là, en l'occurrence, c'était aller écrire ce message. Et on va penser ces applications. Et c'est là que TikTok a été aussi un maître en la matière et une référence. Et c'est pour ça que les formats TikTok sont copiés et repris par tous les réseaux sociaux aujourd'hui. Mais c'est l'idée que vraiment, on nous met dans un tube, on nous met la tête dans une vidéo qui va fonctionner et ensuite on nous met un contenu. Il n'y a aucun choix conscient à faire, aucune décision. Qu'est-ce que je voudrais voir maintenant? On n'est pas sur un catalogue Netflix ou sur du streaming. Quel film j'ai envie de regarder? Non, non, là, on nous donne tout à manger. On réduit ce qu'on appelle dans le design la friction, c'est-à-dire la friction, ça va être la complexité à accéder à quelque chose. Donc là, on enlève toute la complexité possible, tous les choix, tout le libre arbitre possible, et on met tout en automatique pour que notre cerveau soit happé et n'ait aucun recul sur ce que nous sommes en train de faire. Et l'intention, en fait, là, il va falloir faire un effort conscient, volontaire et difficile de sortir de ces spirales-là et de se dire, OK, est-ce que je veux vraiment être là? Qu'est-ce que je regarde? Pourquoi j'étais là à la base? Et ça, effectivement, si on ne se pose pas la question et si on n'a pas un peu conscience de ce mécanisme, c'est quelque chose qu'on ne fait pas, puisque instinctivement, on va se laisser happer encore et encore. Donc, en fait, on est complètement hypnotisé. C'est vraiment cette image qui me vient. On a les yeux qui tournent, Ouais, ouais, des ouais. spirales dans les yeux. On est complètement hypnotisé. Et on pourrait, enfin, je veux dire, ça me semble dangereux parce qu'on pourrait être complètement influencé, en fait. Parce que quel que soit le contenu qui nous est donné, ça peut vraiment. On dit souvent que nos pensées créent notre réalité. Mhm. D'accord? Et donc, en fonction des messages qui, de manière plus ou moins subliminaux ou pas, ou discrètes, qui nous sont passés sur ces réseaux, on pourrait avoir un lavage de cerveau. Enfin, on peut, je dis peut-être des mots forts, mais potentiellement, on perd le contrôle sur les informations qu'on absorbe, en fait. Oui, tout à fait. Oui, oui, en fait, lavage de cerveau, effectivement, c'est une image qui est assez difficile, mais si on pousse à l'extrême les curseurs, c'est quand même ça qui se passe. Il y a un grand pouvoir. Dans le design, on appelle ça des dark patterns, c'est-à-dire vraiment des fonctionnalités non éthiques qui ont été créées dans des buts, du coup, financiers et pas dans des buts de répondre à des besoins utilisateurs. Et donc, ça va vraiment être là, effectivement, l'entrée après à toutes les problématiques. C'est pour ça qu'il faut faire attention au contenu qu'on consomme, au compte qu'on consomme, et ne pas hésiter non plus à signaler quand un contenu ne nous convient pas ou pour nourrir un peu les algorithmes pour voir le contenu qu'on aimerait voir, et garder son esprit critique à tout prix, essayer de varier les contenus, enfin, surtout ne pas passer sa vie sur les réseaux, parce qu'effectivement, si on est nourri que par les réseaux, on a un prisme, celui que les algorithmes vont nous montrer, et c'est très très pauvre et limité. Donc c'est important de garder des Oui. contacts humains, de garder d'autres sources d'informations. Et effectivement, ça peut être dangereux si ça devient un canal unique, en fait. Hmm. Ce Voilà. qui est- Après, bon, vas-y, je t'en prie. je dis ce qui est intéressant là-dedans, c'est que l'algorithme va essayer de nous garder. L'objectif Mhm. premier de l'algorithme, c'est de nous garder le plus longtemps. Et donc, si je comprends bien, du coup, il va chercher à nous donner du contenu qu'on va aimer. Et donc, Oui. nous, le cerveau humain fonctionne d'une certaine manière que ce qu'on adore le plus, c'est être confirmé dans notre manière de penser. Ce qu'on aime le plus, c'est avoir la confirmation et la preuve que ce qu'on pense est juste ou vrai et que donc voilà, donc on a cette espèce de biais de confirmation où on va voir défiler des choses qui confirment notre point de vue, mais du coup on s'enferme dans un mode de pensée qui est complètement confirmé. Donc nous on se sent bien parce Mhm. qu'il y en a d'autres qui pensent comme nous et tiens moi je suis d'accord avec ça. Mais du coup on se ferme à tous les autres opinions et tous les autres avis et la diversité. En fait, tout sujet ne va jamais que dans un sens, même quand on prend des sujets
des sujets importants, hein, environnementaux ou sociétaux, l'avortement, les histoires les questions d'immigration, les questions sur les races, sur les égalités, sur le genre, enfin toutes ces grandes questions et ces grands sujets qui émergent aujourd'hui dans la société. En fait, c'est hyper riche d'entendre tous les points de vue en fait et de se nourrir et de s'enrichir parce que c'est pas d'un côté ceux qui ont raison et les autres ce sont des cons. En fait, dans les faits, tout le monde a des bonnes raisons de penser ce qu'il pense. Alors on peut ne pas être d'accord, mais c'est intéressant de chercher à comprendre. Tiens, pourquoi tu penses ça, toi? Toi qui as une opinion opposée au mien, d'où vient ton point de vue? T'es pas juste con, tu as sûrement des bonnes raisons. Et je peux être curieuse de découvrir ce point de vue. Et le problème, c'est que la manière dont on consomme aujourd'hui les informations sur nos téléphones ne nous permettent pas de faire ça. Elles ne nous montrent que notre point de vue et elles ne nous montrent pas le point de vue des autres. Je raconte souvent que dans ma voiture, moi, j'aime bien, quand je fais des petits trajets, pas sur les longs trajets, sur les longs trajets, j'aime bien écouter les podcasts, c'est ce que j'ai envie d'écouter. Mais sur les petits trajets, je vais volontairement mettre une radio qui a des opinions très différentes du mien. D'accord, ok. Ouais, c'est intéressant. Et du coup, ça me permet d'entendre les points de vue et les arguments et comment on pense et comment on raisonne. Et parfois, je me dis, bah oui, ça fait sens leur manière de penser. Et du coup, moi, ça me permet d'ajuster, peut-être d'avoir plus d'ouverture d'esprit aussi, d'être plus inclusive dans ma manière de penser, d'être moins dans le jugement, hein. On aime beaucoup juger et dire, moi, j'ai tout compris, les autres n'ont rien compris. Enfin voilà, il y a un côté intéressant peut-être de volontairement s'abonner à des comptes qui sont l'opposé de ce qu'on pense, non pas mais juste pour s'ouvrir, quoi, pour ouvrir notre esprit. Hmm. Oui, il y a ce phénomène de bulle de filtre, on appelle ça effectivement le fait que sur les réseaux, on va avoir tendance à se retrouver avec du contenu qui fait que confirmer, effectivement. Et même sur Twitter, enfin X maintenant, on a tendance à dire que les débats sur X sont souvent deux personnes qui exposent leur point de vue mais qui ne s'écoutent pas. Il y a un peu ce phénomène-là aussi. Après, je trouve ça important de rappeler enfin, je trouve qu'il y a aussi énormément d'opportunités sur les réseaux justement pour s'ouvrir si on fait effectivement ce choix conscient d'aller voir un petit peu et de pas se désabonner dès que ça nous dérange ou d'écouter vraiment la parole lorsque le contenu est développé. Après, il y a énormément aussi de contenu qui est, comme tu le disais, un petit peu diminué parce que quand tu peux mettre que 1 minute 30 de contenu, bah, tu vas pas aller au fond d'un sujet, tu vas souvent survoler une question et ça devient compliqué. Mais c'est important voilà, de continuer à s'ouvrir à d'autres opinions consciemment, à écouter d'autres médias, à aller lire d'autres façons de penser pour rester ouverte. Je suis complètement d'accord avec toi. Et effectivement, si on ne le fait pas, encore une fois, consciemment, cet effort, on va avoir tendance à être confirmé, ce qui peut être très dangereux dans le cas des complotistes, où là, c'est un contenu que l'algorithme va recommander et on va se retrouver persuadé de choses assez problématiques. Donc vraiment, toujours se remettre en question, écouter les personnes autour de soi et aller voir ce qui se fait ailleurs. Effectivement, je suis complètement d'accord avec toi. Et aller vérifier les sources très, Évidemment, très, aller très vérifier souvent. les tours. Ça, Oui, aller c'est un fact-checker. vrai sujet, mais ça, on a la flemme. On a la flemme, on n'a pas Oui, envie. Ça prend du temps d'aller vérifier les sources, bien sûr. d'aller Et sur les relire réseaux quand les sociaux, gens. n'importe qui peut affirmer quelque chose avec conviction et pour autant ça paraîtra vrai, surtout quand aujourd'hui avec un téléphone, avec un micro pas très cher, on peut donner l'impression qu'on est un expert, quoi. Mhm. Donc effectivement, tout est illusion. Donc c'est hyper important quand on veut vraiment se documenter d'aller fact-checker les informations. C'est essentiel. Voilà. C'est pas parce qu'il y a des sources qui sont citées qu'elles sont vraies. En Donc plus, ouais. d'aller effectivement chercher les sources et d'aller lire sur des sujets qui nous semblent importants et notamment quand il y a des Mm. enjeux, quoi. Oui. Alors toi, donc tu es designer d'interface, donc Oui. tu fais partie de ces gens qui connaissent un peu les trucs et les astuces pour nous maintenir sur nos écrans. Est-ce que tu Oui. pourrais nous mettre en lumière, on en a déjà parlé un petit peu, hein, mais identifier peut-être deux ou trois choses en se disant qu'on pourrait nous après repérer. Mhm. Du coup, quand on est consommateur et qui pourrait peut-être nous permettre d'être plus dans le choix de ce qu'on veut faire par Ouais. rapport à ça. Donc, que font les designers d'interface pour nous maintenir sur les écrans?
Alors, donc on a dit le fait que tout soit rassemblé, c'est une chose. Les notifications, c'en est une, évidemment, aussi. Donc ça, typiquement, là, j'ai un grand pouvoir en tant que consommateur de choisir de couper mes notifications, soit totalement, soit avec parcimonie. Mais ça, c'est déjà énorme parce que ça va être une incitation extrêmement forte, les notifications, à aller se connecter et qui sont pas toujours nécessaires. On peut totalement se dire, je décide d'aller checker mes mails 2 fois par jour, ou je décide de passer une fois sur Instagram. A priori, il n'y a pas d'urgence qui m'empêcherait au bon déroulement de quelque chose si j'ai pas la notification, ou alors si j'attends vraiment un message, dans ce cas-là, je le réactive pour l'occasion et je peux le désactiver. Mais voilà, c'est quelque chose qui finalement, une fois qu'on le désactive, en général, ne nous manque pas vraiment et crée beaucoup moins de connexions spontanées. Sinon, il va y avoir le scroll infini. C'est des petites fonctionnalités qui peuvent paraître bêtes, mais en fait, le fait que avant, à l'ancienne, Google avait des pages, c'est-à-dire que je trouvais un certain nombre de recherches, puis je passais sur la page 2, puis sur la page 3. Puis est arrivé sur les réseaux sociaux et d'une manière générale le scroll infini. Et le fait de ne plus avoir de palier qui nous arrête, ça c'est pareil, c'est exactement la même idée de flow continu, d'hypnotisation qui fait qu'on a de moins en moins de choix à faire et qui vont faire qu'on continue. C'est la Il y a même la chose même avec la chose sur lecture. il y a la même chose, j'ai repéré sur les boutiques de fast fashion sur Internet. Exactement, ouais, Voilà, exactement, c'est infini. On dit, moi qui suis du exactement. genre, quand je veux choisir un vêtement, j'ai envie d'avoir tout vu pour pouvoir choisir, mais c'est l'enfer pour moi. C'est absolument Exactement. l'enfer, parce que je n'aurais jamais tout vu. Et ben, c'est typiquement ce genre de choses. Donc, ça, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, ça réduit la friction. Le fait de devoir changer de page, psychologiquement, c'était un palier supplémentaire à se dire, bon, bah, je vais m'arrêter là. Là, on enlève les opportunités de s'arrêter et de prendre du recul. C'est la même chose avec la lecture automatique. Lorsque j'ai la lecture automatique sur le streaming ou sur YouTube, ça va m'enlever encore une fois un besoin d'intervenir. Et donc, ça va pouvoir continuer dans mon flot de lecture et donc continuer à consommer du contenu sans même me poser la question. Donc ça, enlever les lectures automatiques, c'est pareil, c'est quelque chose qui va être efficace. On Ou peut enlever enlever les les... lectures automatiques? Alors, oui, 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 globalement. Alors, je me pose la question, j'avais vérifié et je me rappelle plus pour ce qui est Instagram, Réel, TikTok et toute compagnie, je suis pas sûre. Par contre, tout ce qui est YouTube, Netflix et compagnie, normalement, on peut. Ouais, ouais, tout à fait. D'accord, ok. Et Ah bah pareil ça avec... serait énorme. Si on pouvait enlever ça sur les réseaux, moi, ça résoudrait tous mes problèmes. Ouais, tout à fait. Alors, je sais aussi, il faudrait que je me renseigne. Je sais qu'à un moment, je m'étais énervée parce que sur Pinterest, qui est un réseau que j'aime beaucoup pour aller m'inspirer, etc., je voyais toutes les vidéos qui démarraient automatiquement et notamment, c'était quasiment que les publicités. Et ça m'avait énervée parce que, en fait, c'est très polluant dans mon expérience d'avoir ces vidéos de publicité qui se mettent en route un peu partout toutes seules Ah oui, oui, c'est et qui agressif. attirent mon attention. C'est très agressif, surtout quand on essaye de regarder une image inanimée à côté et qu'on a une pub qui, dans un coin de l'œil, s'anime. Et donc, j'avais réussi à trouver, même si c'était effectivement compliqué, on va pas vous faciliter la tâche, encore une fois, en tant que designer. Enfin, quand je dis vous, je m'inclus pas dedans parce que je ne suis pas pour ces méthodes. Mais donc, on va aller créer un chemin compliqué, mais c'est possible de désactiver la lecture automatique des vidéos aussi sur ce genre de réseaux sociaux. Donc, à vérifier pour Instagram, TikTok et compagnie, je te referai parvenir l'information parce que ce serait drôlement bien quand même. Ça serait drôlement bien, oui, tout à fait. Ok, donc tout au même endroit, le Oui, scroll infini et le lancement des vidéos automatiques, ça, c'est trois choses que entre font les autres, ouais. designers d'interface pour nous maintenir. Il y a aussi tout le côté émotionnel avec les likes ou Oui, avec. évidemment. Alors, comment ça marche, ça? Alors ça, on va beaucoup jouer sur l'approbation sociale. En fait, on sait que l'être humain a besoin de se sentir valorisé, apprécié, confirmé. Et donc, évidemment, on va proposer des expériences qui vont aller avec la création du like. Typiquement, c'est vraiment l'invention qui va venir créer une expérience complètement différente. Parce que poster juste une information et puis ne rien attendre en retour, c'est une démarche très différente de aller voir si on a tout le temps des likes. Donc du coup, on va avoir cette relation différente aux réseaux sociaux. On va poster pour des raisons différentes. On va aussi peut-être avoir le besoin d'aller vérifier si on a ces likes, d'aller en retourne un petit peu à ce qu'on disait dans la récompense aléatoire. On va avoir cette envie de voir comment ça performe, mais ça va aussi être très difficile pour l'estime de soi lorsque ça performe pas ou pas comme d'habitude ou voilà. Et donc il y a aussi ça va être donc dans les likes. Et il y a aussi sur Snapchat, par exemple, c'est un exemple, un des pires dark patterns que j'ai vu.
C'est les flammes. Alors, je ne sais pas si ça va te parler, mais en fait, lorsqu'on est sur Snapchat, et qu'on s'envoie des photos tous les jours, pendant un certain temps, on a un compteur de flammes qui va augmenter. Et donc, il faut laisser aucun jour sans s'envoyer de photos pour ne pas perdre ce compteur de flammes. Et donc, il y a ce côté approbation sociale. On a créé un lien avec quelqu'un qui va être important, qui va prouver le lien Reconnu, entre nous. qui est Voilà, reconnu par des flammes. exactement. Et donc, ce serait une trahison que de ne pas entretenir ce lien. Ce serait un sacrilège. Et donc, ça crée une opportunité, une raison de se connecter sur l'application qui n'a pas de fondement autre que créer un besoin d'appartenance et qui n'apporte rien de plus, mais qui va créer une connexion, qui va créer un envoi de photos systématique tous les jours. Et donc, ça veut dire que ça ne nous laisse aucun jour de pause sans cette charge mentale. Et une fois qu'on vous a fait vous connecter sur l'application pour envoyer cette photo, c'est aussi la porte ouverte, en fait, c'est toujours la même boucle, à d'autres contenus qu'on va vous proposer. Ah bah tiens, des actualités qui se lancent toutes seules. Ah bah tiens, cette notification. Ah bah tiens, voilà. Et donc on part de cette approbation sociale, on en crée une fonctionnalité dédiée, et ensuite on vient vous mettre toute la publicité et tout le contenu pour vous garder le plus longtemps possible. Alors, toi, tu fais ce métier aujourd'hui de designer Oui. d'interface. Alors, comment tu navigues ça? Parce que, voilà, comment tu navigues et comment tu te positionnes parfois en disant ça, oui, ça, non. Hmm. Alors, c'est des questions qui sont pas évidentes, hein, parce que parfois, il y a des fonctionnalités dont on connaît le pouvoir, mais il y a des questions éthiques de est-ce que dans ce cas-là, si c'est pour le bien de l'utilisateur, je sais que ça a du pouvoir sur lui, mais est-ce que je peux me permettre de le faire? Donc, en général, la solution qu'on privilégie, ça va plutôt être la transparence. Est-ce que vous voulez activer par exemple, une notification? Est-ce que vous voulez les activer? Ça vous donnera tel avantage, mais tout en sachant que on veut pas vous spammer, etc., et que vous avez le droit de les refuser. En fait, il y a quelque chose de donner la conscience, donner le pour et le contre, et ne Et pas ne pas on nous faire dit pas ça. toujours, on nous dit pas toujours, on nous demande la permission, mais on Mhm. ne nous explique pas nécessairement les conséquences. C'est Euh, ça. c'est un peu comme sur les paquets de cigarettes où maintenant il y a écrit fumer tue. Là, au moins, ils ont été obligés de mettre noir sur blanc la conséquence de ce choix. Tandis que là, on approuve des fonctionnalités, mais on n'a peut-être pas conscience comment ça va influencer notre réalité. Oui, mais ça, c'est un autre dark pattern classique. On nous donne quelque chose, on l'enrobe en disant c'est tout simple, c'est beau, c'est facile, c'est pour t'aider, c'est pour ton bien. Et, on va mettre un message positif. Par exemple, Facebook me disait veux-tu accepter d'être identifié sur les photos? Ça permettra aux amis de te retrouver plus facilement, enfin des choses comme ça. Et en fait, c'était pour capter de la donnée, quoi. C'est-à-dire que on nous fait passer pour oh, veux-tu accepter de mettre telle fonctionnalité, ça aidera des fois c'est très vicieux, ça aidera les malvoyants à avoir une description, je ne sais quoi. Et en fait, derrière, c'est pour capter encore plus de données et donner de l'autorisation des droits. Enfin voilà, ça peut aller très très loin. Et ça, c'est typiquement un dark pattern. Donc déjà, en tant que designer, on essaye d'être le plus transparent possible. Après, c'est des choix. Après, moi, j'ai fait le choix de pas travailler pour des réseaux sociaux, typiquement. Donc ça m'évite déjà beaucoup de, Mhm. beaucoup de problématiques comme ça et de travailler pour un produit unique. Mais donc, c'est vrai que ça va être en permanence des questionnements de respect de l'utilisateur, en fait, de lui rendre service et de pas uniquement essayer de s'apporter des choses, quoi. Mhm. Mhm. Alors, à travers toute cette conversation-là qu'on a commencé à aborder ensemble, on a pu voir à quel point ça peut affecter notre capacité à nous concentrer, notre capacité Oui. à activer notre capacité à créer, notre productivité. Est-ce qu'il y a autre chose à dire sur ce thème-là, sur la productivité, notre capacité à nous concentrer? Est-ce qu'on a tout Eh dit ben, déjà ou est-ce qu'il y a autre chose qu'on aurait oublié? non, non, je voudrais juste revenir effectivement sur ce que tu disais, sur le fait que tu sentais cette capacité à se concentrer qui était problématique. Et en fait, c'est vrai que le fait d'être absorbé comme ça, plus ça va nous arriver, plus ça va être difficile en fait, au contraire, d'aller se concentrer, d'aller faire des efforts volontaires ailleurs. Et donc ça, c'est important de le souligner, c'est que plus on va prendre le pli et l'habitude d'aller se nourrir de ces contenus surstimulants, plus ça va être difficile à côté d'être productif, de faire appel à sa volonté.
même et à se sentir assez suffisamment motivé, parce que ça demandera trop d'efforts, comme tu le disais dans ton ressenti. C'est vraiment comme ça que ça fonctionne. Et donc, il faut vraiment faire attention à se garder du temps long, à se garder des contenus longs, des activités longues hors des écrans. Quand je dis longues, ça va être de la lecture ou des activités manuelles ou du jardinage, enfin des choses sur lesquelles on est en conscience en fait et on fait le choix d'aller faire telle ou telle activité. Parce que si on se laisse absorber par tous ces contenus qui s'enchaînent, effectivement, on va avoir de plus en plus de mal à rester motivé et à rester concentré, même quand c'est ce qui nous apporterait le plus de bénéfices et de bonheur. Ce qu'il ne faut pas confondre, c'est dopamine et sérotonine. C'est-à-dire qu'on va produire de la dopamine, qui est l'hormone du plaisir, lorsqu'on va sur les réseaux. Par contre, plus on produit de dopamine, plus on va avoir de mal à produire de la sérotonine, qui est l'hormone du bonheur, donc le fait de se sentir bien vraiment sur le long terme, d'avoir une bonne santé mentale. Donc plaisir immédiat ne veut pas dire bonheur à long terme. Et la concentration, la productivité, c'est aussi ce qui crée du bonheur à long terme. Donc c'est vraiment important de faire la différence là-dessus. Et ça peut être un bon moyen de se motiver à se dire, OK, je ressens du plaisir là, mais c'est fugace. C'est comme un carreau de chocolat. C'est pas à partir du moment où c'est fini, c'est mangé, il n'y a plus rien. Donc, qu'est-ce que je veux faire? Qu'est-ce qui m'apporterait du bonheur sur le long terme? Et ben, c'est peut-être aller me concentrer sur ce projet, aller passer du temps avec des amis, etc., etc. Oui, qu'est-ce qui génère de la sérotonine? Est-ce qu'on a identifié les choses qui génèrent le plus de sérotonine? Alors, je ne saurais pas dire tout ce qui génère de la sérotonine, mais si on reste dans la concentration, par exemple, l'état de flow génère de la sérotonine. Donc, l'état de flow, c'est lorsqu'on va vraiment être concentré sur une tâche qui est ni trop difficile ni trop facile pendant un temps un peu long, au moins 25 minutes, et jusqu'à 45, 2 heures sur une tâche, et qu'on va être dans cet état euh, où on est tellement dans notre activité que plus rien n'existe autour, quoi. Et où ça se déroule tout seul. J'imagine que tu as déjà ressenti ça, peut-être en Mhm. écrivant ou peu importe. Mais chaque personne a ses moments de flow différents en fonction de ce qu'ils aiment faire. Mais c'est cette concentration qui ne nécessite pas de froncer les sourcils ou voilà, qui est vraiment naturelle. Et ça donne vraiment un sentiment de bien-être qui est bien plus important que de scroller, quoi. Voilà. Sauf qu'il faut s'y mettre. Et en fait, Il faut s'y souvent, mettre. ce qui nous empêche de s'y mettre, c'est que au début, ben, il y a rien. Au début, Mm. il n'y a pas la dopamine, mais il n'y a pas encore la sérotonine. Et donc, Exactement. il y a ce moment de rien. Il faut accepter de. Moi, j'ai remarqué quand je veux écrire, c'est beaucoup plus facile. Donc, j'ai vraiment appris à avoir une discipline avec mon téléphone et notamment, c'est marrant que tu aies mentionné 25 minutes. J'utilise un outil qui s'appelle le Pomodoro. Et le Mhm. Pomodoro, c'est un outil de gestion de temps. En fait, c'est un timer, un Pomodoro. Si vous googlez Mhm. Pomodoro sur Internet ou sur votre téléphone, vous trouverez des applications gratuites ou sur votre Internet aussi. Et c'est un timer qui marche en incrémentation de 25 minutes. Et l'idée, c'est que quand on met le timer en route, pendant les 25 prochaines minutes, on va rester concentré sur une chose, une Mhm. tâche, quelle que soit la tâche qu'on est en train de faire. On va pas passer d'une tâche à l'autre et en faire 50 000 à la fois. Donc, si je suis en train d'écrire, j'écris et je vais pas être sur mon téléphone. Je vais pas me dire, ah, faut que je réserve le billet de train pour ma fille. Je vais pas me lever pour aller faire pipi. Je vais pas aller me chercher un café. Non, j'arrête Mhm. tout ça. Je fais une tâche pendant 25 minutes et au bout de 25 minutes, le timer sonne et nous donne une pause de 5 minutes. Pendant cette pause de 5 minutes, on peut regarder notre téléphone, voir si ma fille m'a envoyé un SMS. Je n'ai peut-être pas le temps de réserver le billet de train dans 5 minutes, mais je peux aller aux Mhm. toilettes, me servir un café. Et après, je reprends 25 minutes et on marche comme ça pendant 2 heures. Et après, au bout de 2 heures, on a une pause d'un quart d'heure et soit on arrête. On peut arrêter même au bout de 25 minutes et on se dire, voilà, j'ai au moins eu 25 minutes où je me suis Mhm. concentrée sur un projet qui me tenait à cœur. Pour beaucoup, c'est déjà énorme pour commencer. Mais là, dans ce temps de 25 minutes, quand j'arrive à être concentrée sur une seule tâche, en effet, j'avais pas identifié que c'était la sérotonine, mais en effet, je connecte à ça. Je connecte à quelque chose de beaucoup plus satisfaisant Mhm. parce que j'arrive vraiment à faire avancer quelque chose. Je suis pas juste en train de consommer, mais je suis vraiment en train de faire avancer quelque chose qui me tient à cœur, sur lequel je me Mhm. suis concentrée pendant 25 minutes. Et ça, c'est hyper satisfaisant. Donc, Mhm. tout à Alors, fait. j'imagine qu'il n'y a pas que la sérotonine qui rentre en compte. Là, je préfère pas m'aventurer, mais c'est effectivement une des raisons pour lesquelles on se sent bien. Et puis, il y a l'estime de soi, d'avoir enfin fait avancer quelque chose. Là où sur les réseaux, on va plutôt avoir parfois la nausée en sortant d'une grosse session, en disant, mais qu'est-ce que j'ai fait de ce temps? Et alors que les 25 minutes, en plus, si on va encore au-delà,
c'est pas pour rien que j'ai dit ce chiffre-là aussi. C'est parce que c'est le temps qu'il faut pour que votre cerveau rentabilise l'énergie qu'il a utilisée en se mettant sur une tâche. C'est comme si, sur les réseaux sociaux, c'est comme si on était sur des starting blocks et on faisait que des départs. Donc, c'est extrêmement épuisant pour le cerveau. Alors que si on passe au moins 25 minutes sur une tâche, l'énergie qu'on a mis au départ, elle est rentabilisée pour vraiment avoir ce temps dédié sur cette tâche. Donc, on va vraiment avoir une sensation d'endurance, en fait, et de facilité exacerbée, puisque on va respecter, en fait, l'énergie qu'a mis le cerveau là-dedans en l'utilisant bien jusqu'au bout. Et après, au-delà de 2 heures, ça commence à fatiguer. Donc, effectivement, la pause est nécessaire. Mais voilà, c'est pour ça aussi que même pour le cerveau, c'est lui rendre service que de passer plus de temps sur une tâche. Et pour ceux Hmm. qui auraient le plus de mal, ce que j'ai tendance à recommander, c'est déjà de s'y mettre 5 minutes. Parce que 25 minutes, ça peut encore paraître une montagne, en fait, pour une tâche où on a du mal à s'y mettre si on a vraiment beaucoup de mal à se concentrer au quotidien. Et en général, une fois qu'on a commencé 5 minutes, bah, naturellement, on va continuer, en fait, parce qu'on est dans la tâche. Et c'est rare qu'au bout de 5 minutes, on se dise non, vraiment, j'en peux plus, et j'arrête. Mhm. Le plus dur, c'est de s'y mettre, comme tu disais. Mhm. Donc, déjà, dites-vous, je m'y mets 5 minutes. Et à la rigueur, bah, si ça se passe bien, bah, on continue, en fait. Et voilà. Et donc, on aura passé au moins ce petit palier de oh non, pas 25 minutes, c'est trop dur de Mhm. m'y mettre. Ça me rappelle quand j'ai arrêté de fumer. euh, je me disais, quelqu'un m'avait donné ce conseil et ça m'avait énormément aidé. Donc c'était il y a très longtemps que j'ai arrêté de fumer. Mais je me souviens le conseil qu'on m'avait dit. On m'avait dit, n'imagine pas, ne te mets pas en tête que tu n'as pas le droit de fumer, que tu n'as plus jamais le droit de fumer, parce que ça te stresse en fait, ça t'angoisse, ça génère une injustice ou je sais pas, un truc qui Mm. va te manquer. Donc plutôt que de te dire, tu n'as plus jamais le droit de fumer, dis-toi juste, quand l'envie de fumer vient, dis-toi juste, tu ne vas pas fumer pendant le prochain quart d'heure. Et j'avais Mm. juste à tenir jusqu'au prochain quart d'heure. Et en général, en tenant jusqu'au prochain quart d'heure, ben en fait, j'avais oublié, j'étais passée à autre chose. Donc en fait, souvent, il se passait 2 heures. Mm. Et au bout de 2 heures, fallait à nouveau que je fume pas pendant le prochain quart d'heure. Et je me dis, ça peut être intéressant avec notre téléphone de se dire, c'est pas qu'il faut plus jamais toucher notre téléphone, mais peut-être qu'on peut se dire, j'y touche pas pendant le prochain quart d'heure. Mm. Et voilà. Et après, du coup, on va se lancer à faire un autre truc qui nous intéresse. Et puis, peut-être qu'il va se passer 2 heures. Et là, à nouveau, se dire, j'y touche pas pendant le prochain quart d'heure. Ouais, ouais, ça me semble être un très bon conseil, effectivement, puisque bah, c'est ça, l'idée, c'est de passer l'envie, un peu l'envie comme un grignotage, quoi, l'envie spontanée enfin, d'avoir sa dose, quoi. Et puis une fois qu'on est passé à autre chose, en général, ça va. Et puis Hmm. dans ce cas-là aussi, une des choses essentielles, c'est d'éloigner les tentations de sa vision, et enlever le téléphone du bureau lorsqu'on travaille, enlever du champ de vision. Ça, c'est pareil, il y a des études qui ont prouvé que enfin, c'était extrêmement tentant, que même éteint, un téléphone posé sur la table nous perturbait et nous faisait créer des micro-déconcentrations, en fait, juste à l'idée d'avoir cet objet et de tout ce qu'il contient. Et donc, simplement le fait de l'éloigner visuellement, l'éteindre, le mettre dans une autre pièce dans l'idéal, ça va vraiment déjà aider cette concentration parce que on aura enlevé les tentations, en fait. Ça Ah, aussi, ça, c'est un conseil. Ouais. j'ai besoin de faire ça au niveau de mon travail. Alors déjà, ce que j'essaye vraiment de faire, et là, ça fait longtemps que j'en parle, mais ça y est, enfin, depuis ma rentrée en septembre, c'est quelque chose que j'arrive à tenir, c'est de ne plus regarder mon téléphone dans mon lit. Et Mhm. donc de ne plus avoir le téléphone. Soit il est dans ma chambre parce que je m'en sers d'alarme, mais je ne le touche pas en fait. Je ne le regarde pas dans ma chambre. Entre le moment où je rentre dans ma chambre le soir et le moment où je me lève le matin, j'ouvre mon téléphone avec mon café en bas dans la cuisine, mais pas dans mon lit. Donc déjà ça m'aide beaucoup. Après, je Bravo. pense que je vais quand même acheter un réveil pour qu'il ne soit pas dans la chambre du tout, parce que la Mhm. libye du réveil, voilà. Euh, mais j'aurais bien besoin d'apprendre à ne pas le mettre dans mon bureau. Alors, ce qui est un petit peu compliqué, on a parlé de l'impact des téléphones sur notre productivité, notre capacité à nous concentrer, mais en Mhm. même temps, le téléphone est un outil formidable pour notre productivité aussi. Moi, je suis entrepreneuse, j'ai des enfants, donc je suis souvent, voilà, faut les amener à l'école ou faire des différentes choses, et donc j'ai pas des horaires de travail hyper fixes, et Mhm. j'apprécie énormément de pouvoir répondre à un message important qui va me prendre 30 secondes alors que je suis à la queue du supermarché et en fait, ça me permet de faire avancer mon business parce que j'ai Mhm. répondu à mon client ou de pouvoir justement, je fais un trajet parce
parce que j'ai ma fille qui déménage et donc on part à San Francisco, j'habite à Los Angeles pour son déménagement. Si je suis pas en train de conduire dans la voiture, je peux quand même faire avancer pas mal de trucs pour mon activité. Donc il y a quand même le téléphone est quand même un outil de productivité et toutes ces applications. Je trouve ça formidable de pouvoir réserver un hôtel, de pouvoir réserver un billet de train, de pouvoir me loguer à mon assurance médicale, de regarder mes droits. Il y a beaucoup de choses auxquelles on a accès de manière beaucoup plus facile qu'avant grâce à notre téléphone. Et donc, c'est ça souvent, moi, qui vient qui m'empêche de m'en séparer, en fait. Parfois, je me dis, allez, je le vire tout simplement et je vais juste être sur mon ordinateur. Et du coup, je trouve que naturellement, j'ai pas envie d'être sur mon ordinateur toute la journée. Tandis que le téléphone, Mm. il s'intègre dans ma vie beaucoup plus Oui. facilement. Euh, et donc voilà, j'aimerais parfois me dire, je vire le téléphone, je reprends un petit téléphone tout bête là, et je travaillerai que sur l'ordinateur, mais en même temps, c'est difficile parce que le téléphone reste quand même un outil qui contribue à ma productivité et à mon nomadisme et à une flexibilité en fait que je trouve extrêmement agréable parce que j'ai accès à plein de choses, quel que soit où je sois. Mais c'est super intéressant ce que tu dis, mais tu vois, il y a un petit peu cette mode du vieux téléphone, effectivement, du dumb phone, on appelle ça, où on se dirait qu'il faudrait revenir au téléphone à clapet avec quelques touches parce que il y a un côté libérateur de j'ai pas accès, donc en fait je suis obligée de m'en séparer. Mais effectivement, dans la réalité des faits, de nos jours, il y a enfin il y a énormément de choses qui sont disponibles, voire même parfois on se retrouve extrêmement compliqué, enfin on se complexifie la vie en n'ayant pas d'internet à portée de main. Typiquement les billets de train, maintenant, c'est difficile, tout est dématérialisé, etc. Donc moi je suis pas persuadée, et je suis même pas spécialement en faveur de complètement ne plus avoir de téléphone portable. Sachant, par contre, ce qui est intéressant, c'est de choisir à quel moment est-ce que je l'autorise dans ma vie et comment. Moi, je sais que par exemple, il y a des moments dans ma vie où j'ai eu besoin de désinstaller les applications des réseaux sociaux parce que je sentais que j'avais ces comportements compulsifs à aller sur les réseaux sociaux lorsque je voulais pas, à me déconcentrer tout le temps, à aller le récupérer dans des moments où je voulais pas le récupérer pour pouvoir aller scroller, avoir un sentiment de vouloir ma dose de scroll. Et donc, dans ces moments-là, je l'identifie, j'enlève les réseaux sociaux et déjà, ça devient un outil complètement différent lorsqu'il n'y a plus les réseaux sociaux dessus. Donc ça, c'est une première piste. Et il y a également ce qu'on disait là, le fait de se travailler. Toi, ce qui est marrant, c'est que dans les exemples que tu as donnés, là où c'était le plus utile, c'était justement dans ton nomadisme. C'était dans les moments un petit peu de creux où ça te donnait accès. Et ben ça, tant mieux en fait. C'est pourquoi s'en priver. Par contre, lorsque tu te mets sur ton bureau et que tu veux te concentrer pendant 2 heures pour écrire ou pour préparer une conférence ou je ne sais quoi, ou pour faire un coaching, est-ce qu'il a besoin d'être là? Pas forcément. Et donc, il y a un peu cette balance à trouver. Effectivement, peut-être qu'il n'a pas tout le temps son accès au bureau. Ce qui est sûr, c'est que quand tu veux te concentrer sur une tâche très longue et précise, si dans le cas où, qui doit être la majorité du cas, tu n'attends pas un message ou un appel extrêmement urgent, peut-être qu'il peut être posé ailleurs et tu pourras aller le chercher dans 2 heures. Tu le mets à côté de la machine à café et la prochaine fois que tu te prends un café, tu peux aller récupérer, voir s'il y a des besoins. Et C'est une puis, bonne idée. Je vais boire trop de ouais, café. voilà, c'est ça. Et comme ça, tout sera d'un coup, toutes les addictions seront ensemble. Et puis le reste du temps, tu seras concentré et déjà, ça t'aura enlevé des tentations. Donc, pour moi, c'est vraiment, et c'est un peu le principe de mon podcast aussi, c'est comment trouver la balance, comment profiter de ce que ça a apporté, parce que sans diaboliser l'outil, comme tu dis, il y a énormément de choses qui sont positives. Par contre, comment j'arrive à m'en protéger lorsque ça ne m'est plus bénéfique? Comment j'arrive bah voilà, aussi parfois à me dire, là, les réseaux, c'est trop. Instagram, par exemple, si j'ai besoin de faire du community management et que je crée du contenu, je peux le faire par l'ordinateur. C'est moins agréable, mais c'est possible. Donc, dans ces cas-là, je désinstalle un petit peu de mon téléphone. Je rajoute de la friction pour faire encore la boucle avec ce qu'on disait, parce que du coup, c'est plus compliqué d'y avoir accès, mais du coup, ce sera plus facile de résister. Et quand je sens que je suis revenue un peu moins dans mes addictions et que je suis OK avec ça, je peux éventuellement le réinstaller aussi. Voilà, c'est vraiment une question de balance, de se poser tout le temps la question, comment je me sens en ce moment, quelle est ma relation au contenu, au scroll, est-ce que je trouve que c'est trop ou est-ce qu'au contraire
je gère plutôt bien. Et quand est-ce que c'est autorisé, quand est-ce que ça ne l'est pas. Typiquement, la chambre, enfin, je trouve ça très bien que tu l'aies banni de la chambre. C'est typiquement un endroit où il n'a pas besoin d'être. Et donc, ne le mettons pas. Mhm. Oui, et ça affecte notre capacité de présence à l'autre, que ce soit bon, dans la chambre, ça va Oui. être avec mon conjoint, mais à table ou dans la cuisine, c'est avec nos enfants, ou même quand on est avec des amis. Ça, je trouve ça intéressant de voir. Parfois, on perd notre capacité d'être avec l'autre. Et je vois Mm. beaucoup ça chez les enfants, où on va mettre un groupe d'enfants ensemble pour s'amuser. Hein, voilà, ils ont un enfant qui a deux copains qui vient à la maison pour passer le mercredi après-midi. Et en fait, ils savent pas comment être ensemble. Donc, ils prennent le Mm. téléphone et ils se montrent des choses sur le téléphone. Et le téléphone devient le moyen de rentrer en lien, de trouver des points communs ou de se marrer sur un truc ensemble. Je trouve ça fascinant, un peu inquiétant, mais je ne sais pas si c'est quelque chose que tu as étudié ou que tu connais, ce sujet de notre capacité de rentrer en lien dans notre humanité, les uns avec les autres, et l'impact du téléphone là-dessus. Oui, alors il y a même un nom pour ce phénomène. Alors là, pas spécialement que pour les enfants, mais pour les relations sociales et humaines. On parle de phubbing. C'est le fait d'ignorer, mince, c'est quoi le mot exact? Le fait bon, on va dire ignorer, mais la personne en face de soi en n'étant pas tout à fait présent. C'est-à-dire la personne va nous parler, puis on va être sur notre téléphone en même temps. Ça crée aussi des gros dysfonctionnements dans une relation parce que ce soit un partenaire, une relation, etc., la personne en face va pas se sentir suffisamment estimée, écoutée, et donc ça va créer une relation appauvrie et être mal vécue. Il y a plein de moments où le téléphone intervient et où c'est pas nécessaire. Pour les enfants, je ne saurais pas dire exactement. Ce qui est sûr, c'est que euh, il peut y avoir du bénéfice. Enfin, en tout cas, le téléphone, ça peut être une nouvelle manière de se montrer des choses et des intérêts et de connecter, si c'est occasionnel, encore une fois. C'est vrai qu'il y a beaucoup de contenu, donc peut-être qu'ils vont se montrer leurs dessins animés préférés, leurs créateurs préférés. Ça dépend de l'âge, hein, quand même, il faut faire attention Mhm. au contenu auquel on expose les enfants. Je n'encourage pas forcément à mettre les enfants sur les réseaux, mais ce que je veux dire, c'est qu'il ne faut pas toujours tout diaboliser. Ils se montraient des dessins animés, maintenant ils se montrent des choses sur le téléphone. Bon, à voir. Par contre, effectivement, il faut que ce soit pas exclusif, quoi. Il faut voir si c'est. Enfin, déjà, il y a quelque chose de très différent entre se montrer et connecter sur des choses ensemble sur un écran et être chacun sur son écran à faire Oui. ces choses sans communiquer. C'est pareil dans la relation parent-enfant. euh, Communiquer des choses que l'enfant ou l'adolescent ou même le parent fait sur les réseaux, en parler, qu'est-ce qui t'intéresse, c'est quoi tes créateurs préférés, quel genre de contenu il consomme, découvrir que peut-être son adolescent s'intéresse à de la vulgarisation historique, scientifique, euh, en discuter, en faire un sujet. C'est une manière de ne pas tout diaboliser aussi. Et c'est très différent de consommer du contenu et d'avoir du recul dessus et de savoir en discuter que d'être chacun sur son téléphone à des moments en famille. Alors que parfois on peut se dire, bon, ok, chacun, enfin, on a envie d'être sur YouTube, bah, peut-être qu'on va regarder un truc tous ensemble. Voilà. Et donc, il y a un peu ce truc de comment est-ce que l'écran peut être un outil social autour duquel on communique, qui ne soit pas diabolisé, VS, comment il nous sépare quand on est chacun dans nos coins et qu'on ne connecte plus ensemble. Et, Mhm. euh, et si on commence à vraiment plus connecter ensemble, ça commence à être problématique. Là, c'est pour ça, pareil, on parlait des moments où le téléphone n'est pas nécessaire. À table, en famille, on n'a pas forcément. Enfin, c'est plutôt chouette de connecter et de pas avoir de connecter les liens sociaux, je veux dire, évidemment, et humains, et donc de déconnecter les liens numériques. Mhm. Mhm. Ouais, moi, ce que je trouve difficile avec le téléphone, et on va bientôt clôturer cet épisode parce qu'on arrive à la fin, mais moi, ce que je trouve Mhm. difficile avec ce téléphone, c'est que j'ai une nature en général où quand quelque chose ne me convient pas, je le Mhm. retire complètement. Donc, par exemple, quand mes enfants étaient petits, il y avait trop de demandes de regarder la télé et je trouvais que ça nous polluait la vie de vouloir toujours être devant la télé. Donc, on a viré la télé, littéralement, on l'a viré. Plus de télé. Ok. Donc, plus de télé, Mhm. c'est facile, on n'a pas le choix. Que j'ai voulu arrêter de fumer, voilà, plus de cigarettes, c'est fini, on arrête de fumer.
Donc, j'ai plutôt cette nature de faire sortir complètement quelque chose de ma vie. Or là, effectivement, comme tu le dis, j'ai pas nécessairement envie de le faire sortir parce que dans les faits, il y a plein de choses super. Déjà, donc les applications, comme on a parlé, mais aussi du contenu. Et d'ailleurs, même mon contenu. Moi, j'ai lancé mon challenge J'arrête de râler en 2010. C'était les débuts de Facebook. S'il n'y avait pas eu les réseaux sociaux, mon travail n'aurait pas été mis en avant. J'aurais pas écrit de livre. Ça serait pas devenu un best-seller. Donc, j'ai énormément de gratitude pour ce fait de pouvoir communiquer avec énormément de monde grâce à ce téléphone et aussi le fait de pouvoir recevoir du contenu où il y a des personnes, c'est comme ça que je t'ai découvert, c'est sur les réseaux que je t'ai découvert. Donc voilà, et là, on a cette conversation passionnante sur ce podcast. Donc, il y a plein de choses super riches, mais du coup, ça demande une discipline et de vraiment reprendre le contrôle des choses et de reprendre le pouvoir en fait sur notre vie et d'apprendre à développer une relation saine et non pas une relation abusive avec cet outil qui peut nous apporter beaucoup si on arrive à faire ça. Alors, écoute, ça va être la fin de notre épisode. Lorraine, où est-ce que nos auditeurs peuvent te retrouver et comment est-ce qu'ils peuvent continuer à explorer ce sujet passionnant avec toi? Alors, donc moi j'ai un podcast aussi, donc Et si tu posais ton tel, qu'on peut retrouver sur toutes les plateformes, sauf YouTube, il va falloir que je m'y attelle. Et puis sinon sur le compte Instagram Et si tu posais ton tel. Et j'ai un site sinon qui référence donc et si tu posais ton tel.com qui référence les différentes actions. On peut aussi retrouver plus d'informations sur les dimanches déconnectés, le challenge que j'ai lancé. Justement, je vous invite évidemment à faire pour pouvoir se sortir de ces habitudes de connexion justement et explorer un petit peu comment est-ce que je voudrais imaginer vivre ma vie si j'étais moins connectée. À quoi ressemblerait une journée où j'enlève mes automatismes. Donc évidemment, j'invite les gens à faire ce challenge et ils peuvent trouver toutes les infos sur mon site. Super, formidable. Merci beaucoup, Lorraine, pour cette conversation absolument passionnante. Merci à Je suis toi. très, très honorée que tu sois venue nous partager toutes tes connaissances sur le sujet. À très Avec grand bientôt. plaisir. À très bientôt. Si tu aimes ce podcast et que tu veux m'encourager à continuer, je t'invite à mettre 5 étoiles à partir de ton téléphone sur Apple Podcast ou sur ta plateforme préférée. Tu peux aussi partager l'épisode que tu viens d'écouter avec ton entourage si tu penses que cela pourrait les intéresser. Et si tu as envie d'aller plus loin, je t'invite à t'inscrire à la newsletter Shine sur mon site christinelevicky.com/inscription. Tu pourras recevoir mes meilleurs conseils pour prendre le pouvoir sur ta vie et rayonner. En attendant, je te dis à bientôt pour un nouvel épisode. Si tu aimes ce podcast et que tu veux m'encourager à continuer, je t'invite à mettre 5 étoiles à partir de ton téléphone sur Apple Podcast ou sur ta plateforme préférée. Tu peux aussi partager l'épisode que tu viens d'écouter avec ton entourage si tu penses que cela pourrait les intéresser. Et si tu as envie d'aller plus loin, je t'invite à t'inscrire à la newsletter Shine sur mon site christinelevicky.com/inscription. Tu pourras recevoir mes meilleurs conseils pour prendre le pouvoir sur ta vie et rayonner. En attendant, je te dis à bientôt pour un nouvel épisode.